Et après, quand je suis arrivé sur la prom et que j'ai vu que j'étais vraiment premier, ben là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et c'est vraiment sur la ligne d'arrivée, quand tu vois la banderole, tu te dis, ah bah ouais, en fait, t'es vraiment premier, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'était vraiment incroyable et je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai. Dès que j'en parle, j'aurai les frissons, c'est sûr. Cet épisode vous est proposé par mon partenaire Precision Fuel and Hydration. PFH aide les athlètes à affiner leur stratégie d'hydratation et de ravitaillement pour performer au mieux, notamment dans des sports d'endurance tels que le triathlon, la course à pied et le cyclisme. Il propose des compléments électrolytes, des gels énergétiques, des gommes et des mélanges à boire, tous conçus pour être faciles à digérer et personnalisables en fonction du besoin de l'athlète. Precision est fière d'offrir un service personnalisé par le biais de tests de sueur en ligne et aussi des calculateurs de ravitaillement pour aider les athlètes à déterminer leurs besoins spécifiques. Leurs produits sont basés sur des recherches scientifiques avec un accent réel sur les tests effectués avec des athlètes de haut niveau et surtout une étiquette claire offrant à tous les athlètes la tranquillité d'esprit concernant les bienfaits nutritionnels de ce qu'ils consomment. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à lire leur blog, leur guide ou alors à réserver une consultation individuelle pour optimiser votre stratégie. Et bonne écoute! Et salut à tous, aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Damien, triathlète amateur qui a performé sur 73 l'année dernière, sur le 73 de Nice. On avait eu l'honneur de te recevoir, c'était vraiment le premier format qu'on lançait sur ces amateurs. Et là, suite à la demande des auditeurs, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de faire un focus sur toi et sur Sandra qui avait gagné cette course à Nice parce que on avait eu quand même pas mal d'interrogations sur oui, mais on va en savoir plus sur eux. Là, on n'a eu que 10 minutes. Voilà, c'était le premier lancement, donc ça a plu. Donc déjà, pour commencer cet épisode, Damien, comment tu te sens aujourd'hui ? Merci de l'accueil déjà. Je me sens plutôt bien, tout va bien. Le sport, ça va. La famille, ça va. Donc, c'est le principal. Écoute, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, vraiment tous ces enjeux du sportif amateur qui veut passer professionnel. Là, on a parlé en off pendant 20-25 minutes et c'est vrai que moi, c'est des notions même que parfois je n'avais pas. La complexité de passer pro, la logique aussi qu'il faut avoir tout autour. En fait, finalement, pour commencer, pour introduire ce podcast, on dit souvent que le sport professionnel, on a l'image dans les autres sports que finalement, je suis sportif pro, j'en vis, j'ai mon salaire et c'est fini, c'est la seule chose que je fais. Concrètement, toi, l'ambition, c'est de passer pro en fin d'année prochaine, on reviendra dessus dans le podcast. Est-ce que quand tu passes triathlète professionnel, tu fais que de ça de ta vie au début ? Alors non, c'est bien plus compliqué que dans d'autres sports comme le foot, le rugby ou autre. À moins d'être un grand champion et d'écraser toute la concurrence dès sa première année, ça va être très compliqué d'en vivre. Les triathlètes pros en vivent grâce aux sponsors. Donc, les sponsors, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité, donc des résultats. Donc forcément, c'est pas comme dans le foot où on a quelqu'un qui nous paye tous les mois par rapport à, comme un job, quoi, en fait. Ouais. Là, c'est vraiment trouver des sponsors qui vont vous rémunérer ou vous donner du matériel. Et ensuite, il faut arriver quand même à se nourrir si on n'arrive pas à trouver des sponsors. Donc, il faut réussir à avoir un niveau assez haut pour trouver des sponsors qui puissent rémunérer. C'est vrai que c'est vraiment ce qui est intéressant dans ton profil parce qu'on avait déjà reçu Guillaume Bas dans un premier temps qui est vraiment l'athlète amateur avec la vie de famille et qui essaye plutôt de trouver des partenaires qui vont faire face à ses dépenses de dossard dans l'année. On a reçu aussi Sandra qui, elle, prend l'année 2025 encore comme une année de transition avant de passer pro. Et là, toi, on va essayer de comprendre vraiment tous les enjeux entre une année 2024, donc juin 2024, tu gagnes 73 de Nice. Il y a cette volonté de passer pro et là tu me dis je vais essayer d'aller chercher cette licence professionnelle en début d'année. Concrètement, aujourd'hui, toi, est-ce que tu travailles à côté ou est-ce que tu consacres tout ton temps malgré tout à l'entraînement ? Est-ce que tu as l'opportunité de faire ça pour passer professionnel ? Oui, alors jusqu'à présent, je travaillais en 35 heures chez Terre de Running à Toulon. Et c'est vrai que c'était compliqué de mener tous les entraînements et la vie de famille aussi. Et donc le boulot à côté. Là, j'ai réussi à avoir l'opportunité d'avoir un mi-temps. Donc je travaille 20 heures dans la semaine et ensuite j'ai le temps pour m'entraîner.
ça me permet pas de m'entraîner plus, mais plutôt de plus me reposer, on va dire. Et d'avoir un peu plus de temps pour la famille aussi. Je pense que c'est important au niveau mental de pouvoir échanger et de ne pas être renfermé boulot, sport et dodo. Donc voilà, j'ai eu cette chance, je la saisis et puis on verra pour cette année 2025 où est-ce que ça me mène. Et ça, tu en as pris conscience avant d'arriver dans une situation compliquée, de te dire ouais, c'est trop, franchement, je bosse beaucoup, je m'entraîne énormément. Ou alors, tu as vécu là, ces dernières semaines, ces derniers mois, des périodes un peu plus compliquées, parce qu'on a certains athlètes qui nous racontent aussi ces faits de vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu ou tu te dis en amont, non, c'est bon, je ne vais pas tenir ce rythme-là encore des mois et des mois? En fait, ça a été les deux. Je me suis vite rendu compte que s'entraîner beaucoup et travailler à côté, c'était très compliqué. Je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner. Je m'entraîne environ 25 heures semaine. Donc faire 35 heures à côté, ça fait au final 60. C'est pas tenable sur le long terme si on veut performer. Donc au final, j'ai demandé à faire ce mi-temps pour mettre toutes les chances de mon côté. Et si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas si j'aurais continué le triathlon dans l'ambition de devenir professionnel. Parce que se lever tous les matins à 5h30, se coucher tous les soirs à 23h. Et au final, quand on ne fait pas de sport, peut-être que c'est tenable. Mais quand on fait un sport comme le triathlon, c'est pas tenable. C'est vrai qu'on n'est pas là pour briser des rêves non plus, mais c'est ça que j'aime bien sur les profils comme toi, c'est qu'on est sur des profils où y a toute une phase de création. C'est un peu comme si on prend des parallèles dans d'autres domaines, c'est un peu la création d'une entreprise où on se dit où est-ce qu'on met les efforts, à quel moment, etc. Donc c'est vrai que nous on voit que la partie, l'image que j'ai de toi, c'est juste l'image où tu soulèves la banderole à Nice, mais on ne se rend pas compte un petit peu tout ce qui se cache derrière. Concrètement, aujourd'hui, toi, avant, avec ce 35 heures, c'était quoi les plus grosses difficultés? C'était les réveils, c'était la récupération, peut-être que tu n'étais pas à fond au travail. Enfin, c'est quoi qui t'a le plus frustré? On va dire que ce qui me frustrait le plus, c'est quand je ne pouvais pas aller m'entraîner par rapport, par exemple, à la piscine, les créneaux d'ouverture, tout simplement. Rien que ça me frustrait un peu. Aujourd'hui, j'avais 1 heure de natation prévue. Au final, ce n'était pas jouable parce que les créneaux n'étaient pas disponible parce que je travaillais. Après le réveil à 5h30, oui, il pique. On va pas se mentir. Et puis ce qui me pesait le plus, c'était aussi d'être tout le temps entre boulot et sport, comme je le disais, et jamais un peu avec ma famille. C'est ça qui me pesait un peu le plus. Et après, c'est sûr que 20h, la récupération, elle est que mieux. On peut aller chez le kiné, on peut aller à la cryo aussi. Il y a plein de... On peut faire des siestes, ça c'est important. Ouais. Donc non, c'est vraiment bien et on voit la différence. Non, mais c'est vrai que malgré tout, c'est quand même un engagement mental qui est assez fort. On reviendra là-dessus. Mais pour faire un focus sur un point que tu disais qui est quand même assez sensible, et encore, j'estime que, donc là on est basé à Toulon, toi aussi pour les auditeurs, pour mettre du sens là-dessus, j'estime qu'on a de la chance d'avoir quand même plus qu'une piscine sur le territoire, mais en fait c'est très très complexe quand tu as une vie à côté, que tu dois nager, je sais pas, tu nages combien de fois déjà par semaine? Alors l'année dernière je nageais pas beaucoup. Cette année j'essaye de nager 5-6 fois semaine pour vraiment progresser. Maintenant c'est un peu plus simple parce que aussi je suis allé dans un club de natation, donc les créneaux, au final, ça ne change pas, ils sont à 6h du mat, généralement. Mais j'ai la possibilité au moins de m'entraîner quasiment tous les jours en étant sûr d'avoir un créneau. Ouais, mais bon, comment tu vois, c'est souvent un questionnement que j'avais avec certains athlètes, de se dire, c'est là où c'est compliqué, c'est que les créneaux qui sont réservés au public sont souvent des créneaux soit natation, soit club de triathlon, mais le sport il est en train de grandir, donc tant mieux. On se rend compte que les créneaux, il y a de plus en plus de monde dans la ligne d'eau. Et donc finalement la natation c'est un peu une solution, mais d'un point de vue entraînement pur, est-ce que toi tu t'y retrouves avec ton coach, etc., parce que c'est vraiment des entraînements souvent de nageurs, quoi? Alors oui, c'est souvent des entraînements de nageurs, mais j'ai la chance avec la coach que j'ai en natation de pouvoir adapter mes entraînements en fonction de ce qui est prévu aussi. Donc par exemple, si eux ont des séries vraiment intenses et que moi au final aujourd'hui c'était une journée plutôt récupération, il n'y a pas de souci, elle m'adapte, on fait un peu de technique, un peu d'aéro, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est vrai que c'est plus entraînant, rien que sur les séries, de nager avec des mecs qui sont beaucoup plus forts, qui vont te pousser, et puis tu nages pas tout seul. Ouais. Même si en natation tu parles pas généralement, quand tu es au mur et que tu attends un peu, tu parles, ça passe un peu plus vite quand même.
Ouais, donc on voit qu'en fait, finalement, tu mets des choses en place, que même là, en l'espace de quelques mois, il y a énormément de choses qui ont évolué. Que ce soit, tu le disais, l'opportunité de faire moins d'heures au travail, etc. Donc, on va essayer de comprendre un peu toute cette logique et cerner toutes les problématiques qui se cachent pour se professionnaliser dans ce sport. Si on doit faire une première partie sur cet épisode dédié à ton parcours sportif, pour préparer le podcast, on avait ton book partenaire, justement, où tu disais que tu avais commencé le vélo en 2015. Et j'ai l'impression que le triathlon, c'est très récent. C'est quoi un peu l'histoire et la découverte et le rapport que tu as à ce sport ? Alors, j'ai commencé le vélo en 2015. C'est de famille, en fait. Mon père faisait du vélo. Toute ma famille faisait du vélo. Et après, donc, j'ai fait mes études où j'étais en section triathlon à la fac. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai découvert un peu ce milieu du triathlon, de la natation, de la course à pied. Mais j'ai pas accroché direct. J'étais vraiment focus vraiment sur le vélo à fond à cette époque-là. Et je m'étais dit, un jour, je ferai un triathlon, on verra bien. Tant qu'à faire, en faire un. J'en avais fait un pour la fac, je m'en rappelle, c'était en 2e année de licence, je crois, à Saint-Tropez. Dans le froid, j'avais jamais apprécié. J'ai cru que j'allais noyer. C'était une horreur. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait du vélo, j'ai arrêté, j'ai repris mes études. Okay. Et en fait, quand je suis revenu de mes études, j'ai dit allez, je m'inscris à un triathlon, et ça a été l'Ironman 73 de Nice. Ah ouais, ouais. C'était le premier. Au final, c'était le 2e réel, ouais. Mais c'était mon vrai premier parce que celui de Saint-Tropez, je le compte vraiment pas. J'avais pas de prépa, je faisais que du vélo. Et en vélo, tu as quel niveau qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même un transfert qui est assez bon sur la partie triathlon ? Tu as été jusqu'à quel niveau sur cette partie cyclisme ? Alors, en cyclisme, j'étais en élite nationale. Okay. J'étais pas le plus fort. J'étais dans la moyenne, on va dire. T'inquiète. Ce qui m'a permis d'avoir un bon niveau, c'est que j'étais souvent très fort sur les contre-la-montre. Sur les efforts individuels, donc au final ça se retranscrit très bien sur le triathlon. Ouais. C'est ce que j'aimais le plus, être tout seul, donc au final ça représente vraiment le triathlon. Et justement, toi tu penses que pourquoi tu n'as pas été plus loin dans ce sport-là ? C'est vraiment que l'effort collectif c'est quelque chose qui ne te correspondait pas ? Ou alors il y a des clés que tu n'avais pas à ce moment-là, et là avec le recul tu te dis si je retourne dans le cyclisme, peut-être que je pourrais le faire différemment. C'est quoi un petit peu ton recul par rapport à ça ? Oui, après avec le recul on a toujours quelques petits regrets entre guillemets, et on saurait toujours mieux faire. J'étais très bien avec le collectif, j'ai toujours eu des bons coéquipiers, on s'entendait bien, c'était l'époque où on était jeunes donc on rigolait tous souvent. Après, ce que j'aimais pas trop dans le vélo, c'était surtout que j'avais un peu peur, entre guillemets, de frotter, etc. J'étais pas à l'aise, et maintenant on le voit de plus en plus, que ce soit sur les courses pro ou même les courses amateurs, c'est vraiment un peu la guerre, entre guillemets. Et si j'étais pas à l'aise là-dessus, en course, j'arrivais pas à développer les puissances que je produisais à l'entraînement. Et en fait, au final, j'ai arrêté le vélo pour vraiment me consacrer à mon master dans les études. Et je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Ouais. Parce que j'aurais jamais été pro un gros niveau. Donc ça a été la meilleure décision, en tout cas au niveau du vélo, que j'ai prise par rapport à ça. Et j'ai eu des merveilleuses années au vélo et que j'oublierai jamais, c'est sûr. Et tu nous dis que tu découvres ce beau sport qui est le triathlon à la fac. Tu prends pas de plaisir, on l'a bien compris, à Saint-Tropez. On reviendra un petit peu sur cette particularité natation. Et dans ton book, tu dis que c'est vraiment Sam Ledlow qui gagne à Nice, qui a aussi pu t'inspirer. Toi, quand tu te lances sur ce premier 73, est-ce que tu te sens légitime ? Tu te dis, c'est mon premier triathlon. Et tu vois, j'ai envie de te dire, la question elle est en deux temps. C'est est-ce que tu te sens légitime de prendre ce départ ? Et quand tu es à la première place pendant la course, ta sentiment de légitimité aussi, il est comment ? Alors, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je me sentais là sans être trop là. Okay. Sur la ligne de départ, je ne savais pas où il faut aller. Je découvrais en fait ce monde. Et d'ailleurs, heureusement que j'avais une personne qui m'a vraiment drivé pour aller à la ligne de départ, dans les sas, etc. Parce que j'étais vraiment perdu comme quelqu'un qui vient d'atterrir sur la Terre et qui ne comprend pas ce qui se passe.
Et après, en fait, de fil en aiguille, on est parti dans l'eau, ça s'est plutôt bien passé, entre guillemets, mais je comprenais pas, je prenais des coups un peu de partout, je savais pas trop ce qui se passait. En fait, mon seul but, c'était de sortir vivant de l'eau, et après, on verra ce qui se passe. Mais j'avais eu aussi pas mal de retours de mes collègues qui travaillent à Terre de Running et qui faisaient du triathlon ou font du triathlon, et qui m'avaient donné des petits conseils, qui m'avaient aussi surtout reboosté, et qui m'avaient motivé parce qu'ils disaient que j'avais des fortes capacités à vélo. Donc quand je suis monté sur le vélo, forcément, je me suis dit, c'est mon moment, quoi. Ouais. Et après, on m'a dit à un moment donné que j'étais premier en vélo. Donc j'ai dit, bon, je dois être premier de ma catégorie peut-être, mais je savais pas. Je savais vraiment pas. Je pensais pas en être à ce niveau-là. Et après, quand je suis arrivé sur la prom et que j'ai vu que j'étais vraiment premier, là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et c'est vraiment sur la ligne d'arrivée, quand tu vois la banderole, tu te dis, ouais, en fait, t'es vraiment premier, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, c'était vraiment incroyable. Et je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai. Dès que j'en parle, j'aurai les frissons, c'est sûr. Et mentalement, comment tu fais face à ça? Parce que tu passes par toutes les émotions. C'est super drôle parce que tu me dis je comprends rien au début, et c'est vrai que finalement les auditeurs là, il y en a plein, ils doivent se retrouver là-dedans, que ce soit l'amateur, celui qui veut pousser un petit peu plus. Mais c'est vrai que au début, tu arrives, il y a tous les vélos, il y a du monde de partout, des départs un petit peu à droite, à gauche, tu comprends pas trop. Et finalement, tu vois, comme tu me le dis, premier en catégorie d'âge, tu pensais, t'as pas eu un moment ce truc de dire ah, c'est pas ma place, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, quand tu pars à pied et tu as le roller qui est avec toi, c'est une sensation où, tu vois, on a souvent ce truc de se dire il faut visualiser la chose pour la vivre bien. Toi, comment tu réagis face à l'inconnu finalement? Alors, je me suis pas du tout focalisé là-dessus. J'étais plus dans mes pensées à me dire tiens, faut que tu penses à bien t'alimenter, faut que tu penses à bien boire. Essaye de. Bon, à la prom, c'est toujours tout droit, mais essaye de prendre l'ombre où il y en a, essaye de bien te ravitailler, pense à tous les efforts que tu as fait. J'étais vraiment focus là-dessus, et c'est vrai que je me disais pas, tiens, tu vas pouvoir peut-être gagner le 73 de Nice. J'en étais pas du tout là. Et, donc j'étais vraiment focalisé juste sur ce que j'avais fait pour en arriver là, Okay. tout simplement. Et ce chemin-là que tu nous partages, que ça soit sur la course, mais aussi à l'entraînement, je me rappelle qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de partager un entraînement en janvier juste avant la course. Tu le vis comment? C'est, j'ai envie de dire, un long fleuve tranquille, ou alors tu fais des hauts, des bas, tu vois, parce qu'on a souvent des amateurs qui nous contactent, qui nous disent mais là en fait j'ai pas la motivation, comment je peux faire et tout. Toi, ça t'arrive ça dans cette préparation, ou alors t'es vraiment tranquillement, t'avances jusqu'à ta course et tu te dis on verra bien? Oui, non, l'entraînement n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des petites péripéties. J'ai eu je crois que c'était en mars, j'ai eu une petite fracture de fatigue, donc je pouvais plus courir. Et ensuite, j'ai eu une petite maladie au niveau des intestins, etc., qui m'a bien chagriné et qui m'a bien fatigué. Mais au final, quand je suis arrivé sur la course, je me suis dit, tu vas y aller. Tu n'as pas fait l'entraînement à 100% comme tu le voulais, mais maintenant, tu y es. Donc, tant qu'à faire, on met tout et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, pour moi, c'était le plaisir avant tout. Et puis, il n'y avait pas ce résultat-là, parce que je ne savais pas, je découvrais en fait. Donc c'était ça qui était bien, c'était l'inconnu. Ouais, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, on est tous à la recherche de notre propre performance. Toi, au final, tu es position 1 sur cette course sur laquelle on fait un focus. Mais tu vois, je me dis, cette position 1, est-ce qu'à un moment, dans ta tête, tu te dis, ouais, je suis regardé par tout le monde. Tout le monde comprend que tu es numéro 1. Toi, tu as peut-être du mal à le comprendre, mais tu vois, il y a le roller qui est avec toi et tout le monde le comprend. Tu n'as pas un moment, une pensée qui arrive et qui te dit, ouais, si là je m'arrête, tout le monde va le voir. Tu n'as pas peur d'échouer sur cette partie course à pied, ou ça te traverse pas l'esprit? Si, j'avais un peu peur d'échouer, surtout je sais pas, un problème digestif ou une crampe ou quoi. J'avais quelques écarts, d'ailleurs je me rappelle, tu me les donnais les écarts, mais je me dis par exemple 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, au final si tu as une crampe ça va tellement vite, donc c'est vrai que tu as toujours des pensées négatives, mais c'est vrai que sur le dernier retour, sur la prom, là j'ai vraiment compris aussi que ça devrait le faire, parce que tout le monde t'encourage, tout le monde te félicite, alors que tu es encore à 3 km de l'arrivée, et 3 km, si tu dois marcher, c'est vraiment long. Donc ouais, non, c'était
Les encouragements, j'ai vraiment compris à peu près à 3 km de l'arrivée que ça allait le faire. Ouais, donc on se rend compte que nous, ce qu'on voit visuellement et ce que l'athlète ressent, et en plus chaque athlète va le ressentir différemment, mais c'est vrai, comme tu le dis, je t'avais donné les chronos parce que nous, on a l'occasion de bosser sur le circuit Ironman, et quelque chose que du coup, je me rappelle très bien avec ta course, c'est que tu tombes juste devant moi, à 1,5 km de l'arrivée du parc à vélo, quoi, sur la prom. Il y a malheureusement quelqu'un qui traverse la route au même moment, tu tombes en vélo. Comment tu te remobilises? Parce que là, moi, je te vois remonter sur ton vélo et je me dis courage à lui parce qu'il n'a pas l'air prêt pour repartir, quoi. Et je te vois repartir un peu énervé et tout. Et tu vois, tu te remobilises. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu es? Parce que ça arrive finalement à tout le monde. Tu vois, une crevaison, une chute, peu importe son niveau, quoi. Bah, c'est surtout ce que je voulais pas avoir. J'avais pas pensé à la chute. J'avais plus pensé à la crevaison. Je m'étais dit, ça, c'est vraiment le truc à ne pas avoir parce que c'est de la malchance au final. La chute, là aussi, c'était de la malchance. C'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment énervé. J'ai vu que mon vélo était un peu tordu et tout. Donc, j'étais un peu énervé sur ce coup-là. Et j'avais un petit peu mal à la cheville. Mais après, je me suis vraiment, dès que je suis descendu du vélo, je me suis vraiment focus. Maintenant, il reste un semi. Ouais. Cours-le. Et puis, le vélo, tu verras après. Ta cheville, tu verras après. Je ne pouvais pas m'arrêter là en étant à cette position-là, sans trop y croire d'ailleurs, que j'allais m'arrêter et dire non, je suis tombé donc j'arrête. C'était pas possible au final. Donc c'est vrai que j'ai vraiment switché directement sur il faut que je fasse le semi et puis on verra après. Ouais, c'est sûr qu'un triathlon c'est long, on parle souvent, on a tous cette peur de la crevaison, mais au final, des fois, ça dépend combien de temps elle va durer la crevaison, mais des fois on a le temps de trouver une solution et de repartir quand on voit les écarts qu'il y a. Et tout à l'heure, tu nous parlais quand même pas mal de l'aspect nutrition, hydratation. Tu vois que toi, tu pensais toujours à bien t'hydrater, bien te nourrir. Là, on a l'opportunité d'être accompagné par Précision Full and Hydratation sur ce podcast. Donc, toi, tu consommes leurs produits. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un petit peu ton protocole que tu utilises sur une course? Et si tu dois faire un focus, par exemple, sur le semi, tu prends quoi un petit peu comme produit? Ouais, alors ça va dépendre un peu des conditions aussi, s'il fait chaud, s'il fait froid. Et comme je l'utilise depuis un moment, je prends environ 100 à 120 grammes par heure de glucides sur le vélo. Ok. Et sur le semi, généralement, j'essaye d'être entre 70 et 90 grammes par heure. Après, il y a aussi tout ce qui est caféine et électrolytes. La caféine, je prends toujours un gel avant la natation, environ 15 minutes avant. C'est quelque chose que je digère bien et qui va bien me booster. Après, je fais pas trop un excès de caféine parce qu'on a souvent tendance à être un peu déshydraté avec la caféine, donc faire des crampes, etc. Et ensuite, les électrolytes avec les conditions chaudes, c'est toujours très important. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup suer, beaucoup perdre des minéraux, donc c'est important de calibrer tout ça, surtout maintenant quand on est dans une phase de beaucoup de glucides. Ouais. Je pense que trop de glucides, c'est pas bon non plus, mais après, je suis pas médecin, je peux pas le savoir. Ouais. Mais moi, c'est une dose qui me convient bien. Je sais que ça passe bien, je l'ai testé à l'entraînement aussi. Ça, c'est très important. Donc voilà. Et la particularité de Précision, moi je me rappelle quand on avait testé leurs produits pour en parler, pour se dire voilà, je comprends l'intérêt de leurs produits. Tu vois, c'est quand tu reçois le bidon avec les grammages de glucides, où finalement en fait tu comprends qu'après tu mets tes gels directement dans ton bidon. Enfin, ils le vendent un petit peu comme ça. Et Léon Chevalier nous partageait cette expérience que lui il préparait ses bidons, il mettait son grammage, il mettait un petit peu sa potion magique, je l'appelle. Toi, tu fonctionnes comment? Est-ce que ton bidon, c'est ton hydratation et tu mets ta partie électrolyte et après tu prends tes gels, ou alors tu fais un mix un petit peu des deux? Non, je fais un peu un mixte. Ils ont une boisson avec des glucides et des électrolytes à l'intérieur. Ouais. Donc c'est ce que je mets dans les bidons. Okay. Et ensuite, sur les courses, je me ravitaille un gel aussi en même temps. Et après, à l'entraînement, forcément les choux parce que je peux pas les mâcher en course. Et ouais, justement, parce que c'est vrai que c'est compliqué à mâcher en course, ou même des fois on parle de certaines courses où il y a du dénivelé assez impressionnant, et des fois c'est même dur de manger dans une côte. Je pense par exemple au triathlon de l'Alpe d'Huez.
Finalement, toi, tous ces produits, tu les testes au quotidien, à l'entraînement, ou alors c'est occasionnel, ou peut-être que ça a changé, parce que c'est vrai que quand tu es amateur et qu'on le verra à la toute fin, je pense que c'est un sujet qui intéresse vraiment les auditeurs sur cette partie-là. Le sport, il est quand même coûteux. Et la nutrition, c'est un vrai sujet. Quand tu fais une sortie et que tu dis ouais, j'ai consommé 15 à 20 euros de nutrition sur la sortie, Ça fait mal. tu te dis ça fait mal. Toi, comment tu le gères? Est-ce que tu as eu un pivot sur ça, sur le test produit à l'entraînement ou pas? Non, moi je prends que précision à l'entraînement. Okay. Je sais que ça me convient, donc au moins j'aurai pas de troubles digestifs. Et puis c'est ce que je vais utiliser aussi en course. J'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec cette marque, donc déjà je suis obligé de prendre ces produits. Et c'est ceux que j'utilisais déjà avant, donc je me ravitaille avec eux, j'ai pas de problème digestif, donc tout va bien. Et tu disais, et ça c'est quelque chose qui... Je le comprends sur l'hydratation, tu disais qu'en fonction de s'il fait chaud ou froid, tu n'as pas le même process. Ça correspond aussi sur la partie grammage de glucides. Est-ce qu'en fonction de la température, tu as du mal à prendre plus de glucides ou inversement? C'est quoi un petit peu le rapport à cette chaleur? Alors moi, à mon niveau, j'ai pas fait les tests comme font les pros selon la chaleur, etc. Mais je sais qu'en conditions froides, on va avoir tendance à brûler un peu plus de glucides. En comparaison à de la haute chaleur, peut-être pas, mais... Ouais, chaleur classique, ouais. Voilà, chaleur classique, c'est possible. Mais en fait, quand il fait froid, on a tendance à oublier de manger ou de boire parce qu'on n'a pas forcément cette soif. Mais c'est quelque chose qui est forcément très important, comme quand il fait chaud ou en conditions normales. Donc non, je reste toujours sur à peu près le même grammage. Je sais qu'à l'entraînement, en fonction des types de séances que j'ai, je vais avoir tant de grammage par heure. Donc maintenant, je suis bien rodé là-dessus. Et à l'approche des compétitions, quand on simule un gros entraînement, j'essaye de me rapprocher des grammages que j'ai en course. Et c'est quoi ton conseil pour les auditeurs? Parce que comme tu le dis, en fonction de la température, il fait chaud, j'ai soif, il fait froid, j'ai moins soif. Toi, est-ce que tu te fixes une routine? Tu vois, on en a certains qui disent bah moi en fait j'ai mon compteur qui bip, ou alors je l'ai dans la tête quoi qu'il arrive. C'est quoi un petit peu toi ton positionnement par rapport à ça? Est-ce que tu étudies le parcours et tu dis il faut que j'ai fini mon bidon avant la côte, comme ça je serai plus léger? Est-ce que tu as des astuces à donner à nos auditeurs? Alors non, moi avant j'avais le bip sur le Garmin, oui. Ça c'est le classique quand on a du mal à boire ou à manger. Mais maintenant c'est devenu automatique au final. Okay. Quasiment toutes les 10-15 minutes, je bois un coup, je mange un coup. C'est devenu, en fait, c'est devenu automatique. Ok, bah, en tout cas, super intéressant de se dire. Là, on a parlé de la course. On voit que tu as eu cette belle surprise d'être aux avant-postes, malgré tout la chute. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et ce que j'aimerais bien comprendre maintenant, c'est toutes les émotions qui te traversent. Parce que nous, on a eu la chance de te voir arriver. On était là sur la ligne d'arrivée en train de filmer ce moment. Il y a quoi qui passe dans ta tête? Tu vois, là, c'est vraiment ma mission de me dire, voilà, aller faire une course et peu importe qu'on ait la banderole comme toi ou qu'on passe la ligne d'arrivée. Je me rappelle, on avait reçu Alix Noblat la veille un épisode. Elle a passé la ligne, enfin, elle a eu des émotions assez folles. Et toi, je me rappelle très bien de ton arrivée. C'est quoi un petit peu les sentiments qui te traversent à ce moment-là? C'est un peu tous les sacrifices que j'avais fait pour cette course. Entre guillemets, avec aussi tous les petits pépins physiques que j'avais eus. Donc forcément, on se remémore tout ça. Il y a aussi les potes et la copine sur le bord de la route qui encouragent. Ça traverse un peu tout, c'est un peu compliqué. J'avais jamais gagné une grande course comme ça. C'était vraiment fou parce qu'il y avait du monde qui t'applaudissait, tout le monde qui te disait bravo, bravo. Et en fait, quand tu comprends que tu gagnes, c'est indescriptible au final. C'est vraiment une émotion où tout retombe. Tout retombe, tu te dis, bon, déjà j'ai fini, ça c'est cool. Et tu gagnes, quoi. C'est toi qui as gagné, il y aura ton nom sur cette course. Et tu pourras dire, tiens, j'ai gagné un Ironman 73. Ouais. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ouais, non, c'était fou. Et tu vois, certes, c'est pas à la même échelle et c'est ce qu'on te souhaite aussi, mais par exemple, quelqu'un comme Sam qui a gagné les championnats du monde, mais ça peut t'arriver toi aussi à ton échelle. Et même, je me rappelle très bien par exemple, d'un podcast que j'avais écouté avec Marine Leleu qui dit qu'à chaque fois qu'elle fait un full distance, elle a un peu l'effet blues après. Tu vois, limite,
dans un sentiment vraiment négatif post-course. Toi, est-ce que tu vis ça le lendemain où finalement tu fais la course, c'est une euphorie, tout le monde est content, tout le monde est là, et le lendemain tu te retrouves tout seul chez toi face à toi-même. Comment tu l'as vécu un petit peu les jours d'après? Est-ce que tu es resté dans cette euphorie ou alors ça a été compliqué pour toi? Non, je suis plutôt resté dans cette euphorie, mais en relativisant, en me disant que bon, j'avais gagné 73 de Nice, mais que c'était qu'une course amateur au final. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai dit à beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais attends, tu te rends pas compte, c'est un Ironman. Je dis oui, mais c'était un Ironman où il y avait des amateurs, que des amateurs. Moi, si tu me mets sur un Ironman 73 avec des grands champions comme Sam ou Martin ou autres, je suis très très loin dans le classement. Voire peut-être qu'on me voit pas dans le classement. Donc non, je l'ai pris comme ça et je me suis dit tiens, maintenant faut se retrouver une autre étape, faut se retrouver un autre défi et toujours s'améliorer au final. Ça fait bien le lien avec la partie d'après, parce que là je pense qu'on a donné vraiment beaucoup d'informations supplémentaires par rapport au petit podcast qu'on avait fait ensemble juste après Nice. Donc pour les auditeurs qui veulent même découvrir cet épisode, c'était vraiment juste avant la remise des prix qu'on avait eu l'opportunité de se rencontrer, donc plutôt le soir après la victoire. En off, on en parlait un petit peu. Toi, ton but, c'est de passer professionnel courant année 2025. C'est ça qui est assez intéressant aussi sur ton profil. Tout à l'heure, tu nous disais, mais professionnel dans le triathlon, c'est pas comme dans le foot, c'est pas comme dans le rugby. Réellement, déjà, comment on devient triathlète professionnel? Alors, pour devenir triathlète professionnel, il y a trois critères. Donc, soit sur Ironman, il faut faire un résultat, donc terminer dans les 20 premiers parmi les professionnels et à moins de 8% du vainqueur. Donc, c'est les deux réunis, c'est pas un des deux. Sur Challenge, c'est pareil, sauf qu'on doit terminer dans le top 15 et à moins de 8% du vainqueur. Et sinon, il y a une troisième option, c'est de finir dans les 10 premiers au championnat de France longue distance, toutes catégories confondues. Donc, c'est comme ça qu'on peut obtenir sa licence professionnelle en triathlon. Et donc toi, ton enjeu, c'est de passer pro sur cette année 2025. Donc début d'année, tu vises 2-3 courses cibles pour ensuite essayer de passer pro. Comment tu abordes la chose? Oui, c'est ce qu'on a mis en place pour arriver vraiment en forme fin avril, début mai. Là où j'ai mes deux premières courses, donc les deux premiers challenges. Je vais aller faire le challenge Grande Canaria et le challenge CCN Chico. Okay. Et on verra à partir de ce moment-là quelle sera la suite sur les courses. Et toi, justement, cet aspect suite, c'est ça qui est super intéressant, je trouve, c'est que on est vraiment dans un process non maîtrisé, quoi, parce que tu essayes, comme tu le dis, et c'est là où c'est intéressant quand tu me dis on a décidé, on va être prêt. C'est que je pense que tu parles aussi les personnes qui t'accompagnent, on essaiera de comprendre un petit peu après toute cette structure-là, mais réellement, est-ce que tu as un plan A, un plan B? Est-ce que toi tu te dis finalement je vais essayer de prendre ma licence pro ici, et si je la prends pas, c'est pas grave et je continue sur ma saison? Ou alors c'est vraiment tu te laisses pas le choix et il faut faire cette qualification-là et derrière tu rebasculeras et tu réfléchiras? Alors j'ai envie de me dire que j'ai pas le choix, comme ça je la prends. Mais si jamais ça fonctionne pas, on verra, il y aura toujours un plan B, il y aura d'autres courses qui seront disponibles. Moi j'ai envie de vraiment me confronter au meilleur niveau pour voir où j'en suis. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, il faudra retourner à l'entraînement et s'améliorer encore. C'est pas un problème. Et pour toi, est-ce que ça implique des changements dans ton approche du sport? Est-ce que tu cours encore plus contre le temps, ou est-ce que c'est totalement la même approche et tu te dis de toute façon mon processus qui m'a permis d'atteindre le point A sera le même pour le point B? Comment tu l'abordes un petit peu cet aspect-là? Non, je me suis abordé plutôt dans le sens où j'essaye et si ça passe pas, c'est pas grave. Je suis plus dans cette optique-là au final. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure option à avoir. Parce que si on se met des barrières à se dire il faut que je l'ai là, si tu l'as pas, comment tu fais? Ouais, c'est sûr que c'est pas simple, hein. Comme tu dis, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Ce 8%, ce top 20, tu peux le maîtriser des fois, et le 8%, ça dépend aussi de qui est là quel jour. C'est là où aujourd'hui, dans ce sport-là, ça reste un petit peu complexe. On avait cet échange un petit peu en off.
Toi, ça représente quoi aujourd'hui? Tu dis on, ça représente quoi aujourd'hui un staff qui t'accompagne? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as un nutritionniste? Tu parlais tout à l'heure de kiné. C'est quoi un petit peu l'accompagnement que tu avais? Est-ce que ça a évolué un petit peu aussi avec ton niveau? Non, alors moi, quand je parle de on, je parle de ma famille, Ok. ma copine, et mon coach, et aussi mon kiné qui est très souvent là pour moi, qui est un ami depuis longue date. Ça, c'est ce que j'appelle on, Ok. parce que j'en discute souvent avec eux, on prend les décisions généralement ensemble. Euh, Après, niveau nutrition, j'ai pas d'accompagnement puisque j'ai la plateforme Exist qui m'avait démarché juste après Nice, avec qui je suis en partenariat. Donc, en fait, c'est mon nutritionniste virtuel, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on parle, on échange et qu'on définit les objectifs au final. Il n'y a Ok. pas que moi dans l'histoire, il y a un peu tout le monde. Et quand tu dis, par exemple, on le voit, l'importance de ta copine, pour toi, on ressent que c'est vraiment important d'être en accord avec ça. Est-ce que, justement, ça a toujours été le cas? C'est des choses. Parce qu'on a souvent ce débat de se dire, voilà, plus on fait de sport, bah, tu vois, tu as été contraint à avoir moins de temps pour toi, moins de temps pour les autres. C'est quelque chose que tu as été amené à jauger ou alors c'est quelque chose que toi, tu as toujours pris en considération assez facilement, etc. Alors, au début, j'ai essayé de jauger un petit peu. Et après, on en a beaucoup discuté. Et puis, c'est elle qui m'a rassuré et qui m'a dit bah non, fais ton sport, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accompagne. Si jamais un jour, je veux qu'on fasse un truc, on en discute. Si c'est pas faisable, on le fera le lendemain. C'est pas un problème pour elle. Et c'est vraiment elle qui me rebooste quand on revient d'entraînement, que ça s'est mal passé et que je dis tous les murs que je suis nul. Elle me dit bah non, t'es pas nul, c'est juste qu'aujourd'hui ça allait pas. Ouais. Et c'est comme ça que au final ça marche bien, quoi. Et souvent, plus tu approches vers le haut niveau et plus tu t'investis aussi dans ta pratique, les gens qui étaient là au début, des fois, ils ne comprennent pas trop un petit peu ton repositionnement. Ouais, mais Damien, on avait l'occasion de se voir à ce moment-là, et là, tu me dis que tu n'es pas dispo, tu vas faire ton sport. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vécu avec ta copine et ta famille, mais est-ce que tu l'as vécu avec des amis? Est-ce que ça, c'est dur à appréhender ou alors ça va? Non, sur ce point de vue-là, ça va. C'est vrai que j'ai jamais été trop un fêtard. Ouais. Je suis jamais trop sorti. Et puis, les amis que j'ai ont vite compris ma passion pour le sport et pour ce type de sport aussi, Ouais. qui demande beaucoup de temps et beaucoup de repos. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Et après, forcément, que je prends du temps aussi pour les voir et pour passer un bon moment ensemble. C'est important aussi mentalement de faire ce genre de moment-là. On se rend compte que c'est pas simple quand même de passer professionnel dans ce sport. Et professionnel, finalement, moi j'ai souvent l'habitude de dire que c'est que un terme en triathlon. Est-ce que toi, tu as ce petit rêve qui est en toi de te dire, bah voilà, moi, à X mois, X années, je rêve d'être triathlète professionnel et je veux vivre de ma pratique? Oui, c'est sûr. J'ai toujours rêvé de faire du sport mon métier. Ouais. Ça l'était dans le vélo. Dans le triathlon, c'est sûr que c'est un petit rêve au fond de ma tête. Mais maintenant, je prends conscience aussi que j'ai 26 ans. Je suis pas le plus fort. J'ai beaucoup de lacunes, surtout en natation. Donc, je travaille pour ça. Et si j'arrive à en vivre, c'est sûr que ce sera un accomplissement personnel. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres étapes dans la vie. Ouais, c'est sûr, c'est une approche qui est vraiment, on va dire, bah, comme on le dit, c'est un processus qui n'est pas maîtrisable. C'est ça qui est super complexe. On fera la dernière partie vraiment focus sur la partie partenaire, financière, etc. Mais si on prend donc toute une partie entraînement maintenant pour échanger sur cette partie-là. Moi, d'ailleurs, on s'est croisés ce week-end sur les routes où tu nous as doublé en position aéro. Nous, on était en récup. Je me suis dit, ouais, il roule en CLM et tout. Ça va beaucoup plus vite que nous. Par exemple, ça, c'est la première question que j'ai envie de te poser. C'est une habitude que tu as de toujours rouler en CLM toute la saison ou alors tu viens varier et là, c'était exceptionnel? Non, alors je roule pas toute la saison en contre-la-montre. Mais je roule très souvent en contre-la-montre. Ok. Déjà, pourquoi? Parce que ça va vite. Ça, c'est cool. Et puis, parce qu'au moins, ça m'efforce à tenir la position. Ok. La position sur le vélo de chrono, c'est pas une position qu'on a l'habitude. C'est pas forcément des fois très confortable, mais je pense que plus on la travaille, mieux on se sentira dessus. Et après, oui, de temps en temps, je prends le vélo de route si je fais un peu plus de montagne. Là, à ce moment-là, je prendrai le vélo de route.
Mais c'est vraiment ce focus sur la position qui m'intéresse aussi, de travailler sur des 4 heures, 5 heures de vélo, où je l'ai fait sur le contre-la-montre, pas tout en position aéro, Ouais. parce que sinon dans le premier virage je suis par terre. Mais j'essaye de m'efforcer de tenir au moins sur une sortie de 4 heures, au moins 70% en position aéro. Et tu nous disais en introduction de ce podcast que là, tu as l'opportunité de faire un changement un petit peu sur l'aspect travail, de faire moins d'heures. Et tu disais faire 25 heures d'entraînement. Finalement, on a souvent ce biais, peu importe le niveau, plus on cherche à progresser. Le volume est un peu la réponse, on va dire, assez facile des fois à la progression. Est-ce que toi, tu l'as vécu ? Est-ce que tu as été surfé avec des 30-35 heures et tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi ? Est-ce que tu vas le faire là ? C'est quoi un petit peu ton approche par rapport à cette notion d'entraînement et de volume ? Alors l'année dernière, j'ai surfé avec les 30 heures à un moment donné et j'étais en 35 heures. Donc à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué pour dormir. Ouais. J'ai vite compris qu'il fallait que je réduise. 25 heures, je trouve que c'est pas trop mal, entre 25 et 27. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Déjà psychologiquement, ça commence à faire beaucoup. Et après, je pense que sur une petite période de 2-3 semaines, faire des 30 heures semaine, ok, mais pas plus. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ça au moment où tu l'as fait, aller voir ce 30 heures et le tester, tu vois, parce qu'on a souvent ce positionnement, des fois, des auditeurs, quand ils entendent soit les pros, soit les amateurs, de se dire, ouais, ça fait des volumes importants, même des fois, il y en a, ils arrivent à une fatigue vraiment chronique. Toi, pourquoi tu as été tester ça et tu l'as compris quand que c'était pas tenable, quoi ? J'avais juste envie d'essayer. Voir ce que ça fait de faire 30 heures semaine d'entraînement. Et je l'ai compris, je pense au bout d'un mois, je l'ai compris. Hein. Quand déjà, tu as du mal à t'endormir, que le matin, tu te réveilles, tu as mal partout, alors que normalement, tu te réveilles, tu es frais. Ouais. J'ai compris que, j'ai dit, là, il va falloir que je réduise un petit peu. J'ai fait 2 semaines à 20 heures pour bien récupérer, et après, je suis reparti sur 25 heures, tranquille. Ouais, donc on voit que finalement, tous, on a un petit peu nos petits tests. Certains ont besoin d'aller voir... on va dire, on dit toujours qu'on est sur un fil, mais de mettre un pied un petit peu de l'autre côté. Et je me disais bien que tes ambitions, elles allaient aller sur ce que tu nous partages sur l'année 2025. Et du coup, je m'étais mis à vraiment essayer de suivre un petit peu ton actualité depuis le 73 de Nice. Et quelque chose que j'ai assez remarqué sur tes réseaux sociaux, c'est la prise de lactate que tu mets en pratique dans ton entraînement. C'est quoi, pour nos auditeurs, un petit peu l'intérêt de cette pratique et est-ce que tu es accompagné pour le faire ou traiter la data derrière ? Alors, ça fait un moment que j'ai l'appareil. Bien avant déjà l'explosion du lactate. Okay. Je l'ai depuis un petit moment. Je fais beaucoup de tests sur moi depuis aussi. Donc, j'ai pas mal de données en arrière. Et en fait, ça permet de voir où on en est à peu près pour la forme, pour la fatigue. C'est une réponse un peu, on va dire, comme la fréquence cardiaque, mais en étant un peu plus fiable. Parce qu'on sait que la fréquence cardiaque, elle va varier en fonction de la chaleur, plein de paramètres comme ça. Le lactate, c'est un peu plus précis, même si ça varie aussi en fonction de ce qu'on mange. Ça peut avoir un impact par rapport à la déshydratation. Mais c'est un outil que j'apprécie et qui me permet d'avoir du recul avec tout ce que j'ai fait et de voir vers où je vais par rapport aux données que j'ai. Ok. Et toujours pareil, dans cette partie, je me suis dit, je veux voir encore plus pour le challenger sur un podcast qu'on fera en 2025 ensemble. Je te vois faire des enchaînements assez tôt dans la saison. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Tu vois, il y a ceux qui se disent je l'ai fait juste avant la course. Moi, j'étais plutôt de la catégorie de me dire en fait, je ne sais pas enchaîner. C'est pas intrinsèque chez moi. J'ai des crampes dès que j'enchaîne et tout, alors qu'à sec, ça va. Toi, c'est quoi un petit peu ton approche ? C'est pour mieux convertir en course à pied ? C'est que c'est quelque chose que tu veux vraiment intégrer dans ta prépa aussitôt ? Ouais, alors il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que des fois, j'ai pas le temps, donc je suis obligé d'enchaîner. Et le deuxième, je me dis que c'est quand même très important d'arriver à bien enchaîner. Il y en a qui arrivent à très très bien enchaîner, qui ont très peu de différence entre, par exemple, leur semi-sec et leur semi-half. Moi, j'ai eu un peu du mal. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va me faire du bien de vraiment avoir ce ressenti des jambes juste après le vélo. C'est pour ça que je l'ai mis en place assez tôt. Mais après, c'est des enchaînements vraiment tranquilles, pas forcément d'allure. Ouais. Donc c'est juste histoire d'avoir ce ressenti d'enchaînement en fait. Et pour finir sur ce focus entraînement, tu nous disais au début que
dans le vélo, tu préférais vraiment les parties contre la montre, un peu seul face à toi-même, etc. Là, dimanche, on s'est croisés, tu étais seul, mais est-ce que tu t'entraînes en groupe, seul? C'est quoi un petit peu ta répartition? Non, alors, comme je te l'ai dit, tu sais, je m'entraîne avec le club de natte généralement, quasiment toute la semaine, quasiment. Après, c'est vrai que la semaine, je m'entraîne souvent seul. Quand j'avais pas trop le temps, je faisais beaucoup de home trainer. Après, la semaine, les copains ils bossent, donc c'est pas faisable. Le dimanche, ouais, généralement, la sortie longue, on essaye de se la faire entre potes. Ça passe plus vite, c'est mieux. Moi, les sorties longues, c'est un peu ce que je déteste. Mais bon, il faut en manger, donc ça passe toujours plus vite à 2 ou à 3 ou à 4. Ah, justement, c'est assez drôle ce que tu nous dis, c'est que les sorties longues que tu détestes, on en parlait en off, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de focus là-dessus, on est resté sur le 73, mais tu me disais que potentiellement tu irais sur full en 2025. Ça, c'est pas quelque chose qui t'effraie de rester face à toi-même sur 180 km en vélo en compétition, et malgré tout, il faut mettre de la borne à l'entraînement. En soi, avec le passif de vélo, j'ai déjà fait des courses proches des 200 bornes, donc ça m'effraie pas trop, même si c'est différent parce que au final, pendant 200 bornes, tu peux parler à des mecs dans le peloton. Mais comme je le disais, c'est un effort solitaire. Même si c'est 4 heures, c'est 4 heures. Si c'est 5 heures, c'est 5 heures. Mais tu as toujours une concentration sur ta nutrition, sur que tu respectes bien tes watts. Puis c'est l'aventure, j'ai envie de te dire. Ah, c'est sûr qu'en compétition, comme tu le dis, à l'entraînement, on vient tous chercher un petit peu on va dire des petites motivations qui viennent nous aider à passer cette séance. Et on va finir sur une dernière partie que j'avais vraiment à cœur de mettre en place sur les 3 épisodes qu'on a fait avec les amateurs. C'est la partie financement, stratégie, parce que tu vois, comme tu le dis, tu as besoin de te libérer du temps pour plus t'entraîner, mais du coup, tu restes à mi-temps et la partie salaire, j'imagine, diminue un petit peu, on va dire. C'est un vrai sujet et c'est un gros challenge de s'y retrouver financièrement parce que tu t'entraînes plus, donc tu manges plus, donc tu abîmes plus ton matériel. Enfin, il y a plein d'enjeux. Toi, tu l'abordes comment cet aspect-là? Est-ce que tu es accompagné par des partenaires ou alors c'est encore un sujet qui est compliqué et où là tu maîtrises pas tout comme la professionnalisation au final? Bien sûr. Pour l'instant, j'ai des partenaires matériaux. Donc j'ai la chance déjà d'avoir précision foil et hydratation. Ensuite, au niveau du vélo, j'ai mon vélociste qui m'a trouvé un nouveau vélo de contre-la-montre. Okay. Donc ça, c'est top pour la saison 2025. Il n'y a rien à dire, j'ai le meilleur vélo que je puisse avoir. Et ensuite, au niveau des chaussures, je travaille à Terre de Running, donc j'arrive à avoir quelques paires. Et ensuite, tout ce qui est parti, c'est sûr, sponsor, mais plutôt financier, pour l'instant, ça serait plutôt rêver que d'en avoir. Ouais. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand champion, donc je comprends que les sponsors veuillent mettre de l'argent sur les gars qui sont bien plus forts que moi, et ça, il y a nul doute, et c'est totalement normal. Et est-ce que tu as des conseils un petit peu à nos auditeurs? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un certain niveau pour aller chercher le matériel? Ou toi, tu as une toute autre approche, et finalement, c'est ton travail chez Terre de Running qui fait que tu leur dis voilà, j'ai du réseau, je rencontre des sportifs tous les jours. C'est quoi un petit peu ton approche pour séduire un partenaire et donner des petits conseils à nos auditeurs? J'ai pas trop d'approche. Juste, je demande, est-ce que ce serait possible de faire un petit partenariat? Je suis triathlète amateur, je vise le monde professionnel. Pour l'instant, c'est vraiment pas quelque chose où j'ai mis le focus. Ouais. C'est sûr que j'aimerais gagner de l'argent en faisant juste ça, mais je pense que ma priorité pour l'instant, c'est d'essayer de passer professionnel, de voir où j'en suis dans le monde professionnel, si j'y arrive bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on pourra voir pour négocier peut-être des contrats ou autre. Mais ça serait vraiment dans un troisième temps peut-être. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on considère que c'est quand même une difficulté au début de se lancer parce qu'il faut communiquer, il faut mettre beaucoup de choses en place. Donc on voit que c'est un vrai enjeu. En tout cas, Damien, un grand merci pour cet épisode et ton partage. On va te suivre sur cette année 2025 pour voir si cette bascule en pro se fait ou pas. Et comme tu le dis, de toute façon, c'est un chemin. Et en tout cas, on mettra ton compte Instagram pour ceux qui veulent suivre ton aventure directement en description de cet épisode. Et je te dis à très vite. Merci à toi, à très vite. Merci, ciao, ciao. Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!